chers panélistes, collègues professeurs, chers étudiants, amis auditeurs et spectateurs, c'est toujours avec une joie renouvelée que je prends la parole ce matin pour partager mes points de vue concernant un problème fondamental, la question éthique et déontologique des médias en Haïti. Je remercie les membres du Centre d'études interdisciplinaires sur les médias haïtiens et tous ceux qui portent en eux le souci, l'espoir d'un lendemain meilleur. L'espérance ne déçoit jamais. Bref, dans le cadre de cette rencontre sur la déontologie des médias en Haïti, nous avons à réfléchir sur le sujet, à savoir naviguer entre responsabilité et liberté, la quête d'une déontologie médiatique robuste en Haïti. Comme sociologue, comme professeur en éthique de la communication, et constatant l'irréparable qui se produit aujourd'hui chez nous, je m'inscris sans réserve dans la mouvance d'Ignacio Ramonet, qui eut à présenter une nouvelle typologie de pouvoir avec le pouvoir économique comme premier pouvoir, la presse et les médias comme deuxième pouvoir et le pouvoir politique comme troisième pouvoir. En analysant la situation actuelle, nous constatons effectivement que c'est l'argent qui mène la danse en se servant de la presse pour accaparer le pouvoir politique. Un peu plus d'éthique personnelle, un meilleur encadrement déontologique nous éloignerait de bien des dégâts. Et déjà posé le problème de la déontologie médiatique, c'est poser un problème sémantique au niveau du mot média lui-même. Pas au niveau de la polysémie, mais plutôt au niveau de la typologie de cet instrument de communication de masse qui permet de toucher des centaines, des milliers de personnes à la fois. Quand on dit médias, on dit, premièrement, les médias imprimés avec les journaux, les magazines, les livres et tout autre document imprimé. Nous disons les médias audiovisuels qui comprennent la radio, la télévision. Nous disons les médias numériques avec les sites web, les plateformes de médias sociaux et tout autre contenu en ligne. Et nous disons aussi les médias extérieurs avec les panneaux d'affichage, les affiches et d'autres supports visuels. Donc, nous allons être d'accord dès le départ que toutes ces institutions ne peuvent pas répondre aux mêmes critères déontologiques, car le Larousse définit la déontologie comme l'ensemble des règles, des devoirs qui régissent une profession, la conduite de ceux qui l'exercent, les rapports entre ceux-ci et leurs clients. Donc, quand nous parlons de déontologie dans notre présentation, nous allons plutôt contextualiser et considérer ce qui est dit au chapitre 1er de la loi sur la presse en Haïti du 31 juillet 1986, qui parle de la presse, des organes de presse et entreprises de presse. Et l'article 1er dit ceci. Sont groupés sous la rubrique de la presse, premièrement, le journal ou tout autre imprimé périodique. Deuxièmement, la radiodiffusion et la télévision. Troisièmement, l'imprimerie, la librairie et les maisons d'édition. Quatrièmement, les agences de presse. Et si les médias en eux-mêmes sont des institutions, il faudrait les considérer pour ce qu'ils sont, dépendamment de leurs caractéristiques particulières. Mais pourtant, derrière ces institutions, ce sont des hommes et des femmes qui manœuvrent
et chacun vient dans le média avec ce qu'il est psychologiquement et socialement. Le journaliste ou le travailleur de presse est une personne humaine, construite et modelée à travers les expériences de la vie. Il est marqué aussi par des expériences de toutes sortes qui font de lui ce qu'il est, imprégné d'une certaine morale sociale. Ainsi, il est nécessaire de considérer cette démarcation entre l'institution et la personne humaine qui travaille dans l'institution, afin de savoir le niveau de responsabilité et le niveau de liberté qu'il y a de chacun dans l'acte à évaluer. Voilà pourquoi, dès le départ, nous nous plaçons dans l'axe journalistique pour mieux situer notre intervention. Et nous relevons cette ambiguïté fondamentale de mettre volontairement au même niveau la personne et les institutions dont les intérêts sont foncièrement différents. Patrons et ouvriers n'ont pas les mêmes intérêts. Ainsi, ils ne sauraient avoir la même responsabilité ni la même liberté d'action. Pourtant, paradoxalement, dès le préambule du Code de déontologie des médias et des journalistes d'Haïti, il est dit « Les médias et les journalistes ont adopté le Code de déontologie suivant. » Pourtant, juste l'expression « la liberté de la presse » sonne différemment pour le patron de médias, pour le média lui-même et pour le travailleur ou le journaliste. La liberté de la presse est permise au patron qui dirige son média comme il veut et qui contrôle ce qui est dit, ce qui est fait. Donc, la liberté de presse du travailleur ou du journaliste est une liberté sous contrôle. Et ainsi, pour bien des aspects, les médias et les journalistes ne sont pas toujours sur la même longueur. S'il faut citer en particulier la question de l'indépendance et de l'impartialité en période électorale, il ne faut jamais oublier que la plupart du temps, le patron de presse, c'est un investisseur, c'est un entrepreneur. Le média, c'est une institution. Mais le journaliste, lui, c'est un professionnel. Donc, difficile d'allier ses intérêts. Et de fait, le code de déontologie en vigueur actuellement porte la signature des patrons de presse, des responsables en chef des médias. Et si vous faites un tour pour voir les signatures, vous allez me dire. Et en plus, c'est un code qui a été mis en place sous l'égide de l'UNESCO. Donc, si nous avons choisi de toucher le problème ainsi, c'est pour faire saisir dès le départ les problèmes sous-jacents à la mise en place d'un vrai code de déontologie. Et pour bien comprendre et évaluer ce qui se passe, il faut bien se mettre face à une réalité qui nous force à une auto-évaluation et à considérer de nouveaux paradigmes. C'est chaque jour que nous entendons dire, vous de la presse traditionnelle, vous des médias traditionnels, des injonctions accusatrices, réprobatrices, mais qui éveillent et obligent à un nouvel élan, à des remises en question, à une quête pour une déontologie médiatique robuste en Haïti. Pour cela, il ne faudra pas seulement résoudre les problèmes sémantiques, épistémologiques, signaler les anachronismes, mais aussi éclaircir les concepts fondamentaux, en particulier la responsabilité et la liberté qui sont la base de toute démarche
déontologique et éthique. Venons-en à la responsabilité. Pour mieux s'y aventurer du point de vue de l'action, il est bon de se référer à Max Weber, qui, dans l'ouvrage Le savant et le politique, va poser la problématique de la double éthique, l'éthique de la conviction, l'éthique de la responsabilité. La première éthique, on l'expérimente chaque jour chez les croyants. Les croyants qui vont agir et réagir en fonction de leurs croyances. Devant les situations, on peut résumer leur attitude par cet énoncé chrétien. Le chrétien fait son devoir et en ce qui concerne le résultat de l'action, il s'en remet à Dieu. Quant à l'éthique de responsabilité, Weber la résume ainsi. Nous devons répondre des actes prévisibles de nos actes. Mais au fond, ces deux éthiques ne s'opposent pas, mais se trouvent réunies chez l'homme politique. Pour Weber, ces deux éthiques sont complémentaires. Elles constituent ensemble l'homme authentique, c'est-à-dire un homme qui peut prétendre à la vocation politique. Pour le travailleur de la presse, pour le journaliste, ces deux éthiques sont nécessaires parce qu'il doit avoir des convictions arrêtées. Et c'est en fonction de ces convictions qu'il va prendre position en engageant sa responsabilité en fonction des enjeux. Mais de quelle responsabilité parle-t-on? Généralement, on parle de la responsabilité comme de l'obligation pour chacun de répondre de ses actes, de les assumer, de supporter les conséquences. Cependant, pour les éthiciens, cela va plus loin. En parcourant un texte du professeur Guy Jobin, qui a écrit Le paradigme de la responsabilité comme condition de l'éthique théologique, publié dans L'aval théologique et philosophique, il se situe dans la ligne de Ricoeur, qui distingue une responsabilité inhérente à la vie sociale et distincte de la responsabilité juridique. Dans soi-même comme un autre, Ricoeur va démontrer que l'imputation morale ne peut être que l'apanage d'un sujet qui se comprend d'abord comme l'auteur à quoi il faudrait ajouter la responsabilité comme initiative et réponse de l'ensemble de ses actes, c'est-à-dire pensée, parole, action, et d'une action particulière qui, ensuite, est capable d'initiative dans le cours du monde. Et à cela, il faudrait ajouter une responsabilité dans la perspective de la sociologie de l'éthique. Pour Jean-Louis Génard, qui a écrit justement Sociologie de l'éthique, pour lui, il existe un lien entre les processus de socialisation et le processus de responsabilisation, c'est-à-dire entre l'individuation et la construction morale de l'individu. On peut dire que Génard a centré son travail sur l'élucidation des modes et conditions de construction de l'identité morale sur le mode de la responsabilité. Donc, tout ceci, c'est pour vous dire que si le XXe siècle a été reconnu comme un siècle de responsabilité, eh bien, on comprend bien que l'histoire des éthiques chrétiennes de la responsabilité est exemplaire de cet effort de renouvellement de la pensée et de prise au sérieux des requêtes contemporaines de sens dont un bon nombre passe par une réflexion sur l'éthique de la responsabilité. Toutefois,
pour qu'on soit responsable, il faut bien qu'on soit libre en termes communicationnels. La liberté n'implique pas seulement le droit d'agir comme on l'entend, sans encourir des mesures de privation s'appliquant à tout individu. Non, il implique qu'on soit confronté au moins à une alternative et que la situation nécessite un libre choix et le rejet des autres possibilités. Aussi, il ne saurait avoir de déontologie médiatique sans liberté d'expression et liberté de presse. Comme Lochard l'a un petit peu développé dans sa présentation, la liberté d'expression qui est inscrite à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen fait partie des droits fondamentaux. La liberté d'expression conditionne l'exercice d'autres libertés, comme la liberté d'opinion, par exemple. Donc, c'est un droit. Le droit d'exprimer ce que l'on pense, le droit d'exprimer ses idées, mais dans le respect de l'autre, même si ces idées déplaisent. Donc, sans cette liberté d'expression, il n'y a pas de liberté de penser. Et sans liberté de penser, il ne saurait avoir de démocratie, parce que le peuple ne peut pas s'exprimer. Et dans les pays où il n'y a pas non plus de liberté de la presse, les journaux ne peuvent pas parler de certains événements, de critiquer le pouvoir. Donc, à côté de la liberté tout court, la liberté individuelle, il faut la liberté d'expression et aussi la liberté de la presse qui garantit aux citoyens d'avoir toutes les informations nécessaires pour se forger une opinion librement. Donc, pour cela, les journalistes obéissent à des règles. Ils peuvent parler de tous les sujets, mais en faisant attention à vérifier l'information pour en garder la qualité. C'est pourquoi, dans une démocratie, les journaux ont pour rôle d'éclairer les lecteurs et de susciter des débats d'idées entre citoyens. Le journaliste est aussi vu comme le chien de garde dans la société. Donc, liberté de presse repose sur liberté d'opinion, liberté d'expression. Donc, c'est essentiel, comme il est inscrit dans la Déclaration universelle des droits de l'homme. La liberté de la presse garantit aux journalistes la possibilité d'enquêter librement, d'informer les citoyens sur les sujets de leur choix. Grâce à elle, les médias sont libres de diffuser des avis différents, de commenter, de débattre, de critiquer. Donc, même si l'on dit il faut la responsabilité, il faut la liberté, mais quelle responsabilité et quelle liberté? Quand on est dans la question déontologique, le problème est beaucoup plus au niveau de la liberté personnelle. La déontologie, étant donné, c'est l'ensemble des règles émises par les professionnels d'une discipline dans l'exercice d'une profession, c'est l'adhésion personnelle, consciente, responsable et libre. Donc, il faut aussi cette liberté personnelle. Ce qui veut dire, c'est comme une relation entre un je et un tu. En tant que je et face au tu avec qui je constitue le nous, il faut qu'il y ait toujours un espace avant de rencontrer l'autre, avant de former ce couple. J'avais un passé,
j'ai des relations. Donc, il ne faudrait pas que cette fusion m'étouffe. Il faut que j'ai un espace à moi. Et ça, c'est ce qu'on appelle la liberté personnelle. Donc, nous pouvons reconnaître qu'un travail extraordinaire a été fait par des patrons de presse traditionnelle et les médias alternatifs. Mais ce travail aurait plus d'impact s'il aurait considéré l'apport des journalistes professionnels, des médias alternatifs, des médias en ligne et des travailleurs de la presse en général. D'où la nécessité d'une refonte de la loi du 31 juillet 1986 et du code de déontologie de 8 décembre 2011. Désormais, en termes de responsabilité, le journaliste ne l'aura pas seulement au niveau de la cueillette, du traitement et de la diffusion de l'information, mais il faudra aussi cette responsabilité dans le respect et dans la rémunération. La liberté, elle ne sera pas seulement à revendiquer comme liberté d'expression ou liberté de presse, mais la liberté fondamentale de la personne humaine, une liberté personnelle. Voilà mon point de vue sur la question. Et voilà comment il faudrait naviguer entre responsabilité et liberté pour arriver à un code de déontologie robuste en Haïti. Merci.